Mesdames et messieurs, bonsoir. Le corps électoral est donc convié aux urnes le 9 février 2020 pour élire les conseillers municipaux et les députés. Une élection qui met fin à la prorogation des mandats des députés et conseillers municipaux actuels. Élection attendue par certains, souhaitée même et annoncée pour être boudée par d'autres. Nous en parlons ce lundi en ouverture de cette semaine du débrief de l'actu sur Canal 2 International avec nos invités déjà sur ce plateau. Valérie Mandengue, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous qui nous venez de la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir pour nos téléspectateurs. Bonsoir Madame Yvelon, bonsoir au panel, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent. C'est toujours un plaisir et un honneur pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais d'honorer à une invitation de la chaîne Canal 2. Maître Fabien Kenyé, merci à vous également d'avoir fait le déplacement de nos studios, vous qui nous venez de la communication du MRC. Tout à fait, Carole, je me remercie bien d'avoir bien voulu m'inviter, Dr Isama. Bonsoir, bonsoir, chers companélistes, surtout les téléspectateurs de Canal 2 International. Vous l'avez déjà dit, on sait que Dr Essamé est sur ce plateau. Bonsoir, merci d'être là, Dr Isaac Essamé. Bonsoir à tous et merci de l'invitation. Franck Essi, merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le secrétaire général du CPUP. C'est moi qui vous remercie. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par ces propos de Jean-Robert Wafo, ministre de l'Information et des Médias du Social Democratic Front, le SDF, conseiller municipal de la commune d'arrondissement de Douala 2, adjoint au maire. Voici sa réaction recueillie juste après l'annonce de la convocation du corps électoral. C'était hier. Je vous prie de l'écouter. Réaction de désolation. Mais Yaoundé vient d'entériner la sécession. Pas seulement d'entériner, mais de réactiver la sécession. Parce que voyez-vous, à travers ce décret du président de la République, il est clair que Yaoundé s'est moqué des participants au grand dialogue national, qui a produit des recommandations qui devaient être implémentées, alors qu'on ne les a pas encore implémentées. Quand on parvient, n'est-ce pas, à signer un décret pareil, il faut tirer les conséquences qui s'imposent, à savoir que la sécession a toujours été voulue par Yaoundé. Maintenant, pour la position, n'est-ce pas, du SDF, le SDF, le 9 août passé, n'est-ce pas, a signé, donc s'est réuni ici à Douala et des résolutions ont été prises. Pour le moment, ces résolutions restent d'actualité, à savoir que nos députés ne participeront pas, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, je veux dire à l'Assemblée nationale et au Sénat, tant que les recommandations, tant que les signaux forts, n'est-ce pas, en termes de projet de loi, ne sont pas matérialisés, en ce qui concerne, n'est-ce pas, ces recommandations du grand dialogue. Et bien évidemment qu'il est hors de question qu'on puisse organiser les élections dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest tant qu'elles ne sont pas encore à paix. Donc, de toutes les façons, le parti avisera, prendra une décision qu'il rendra publique. Et bon voilà, mais tout simplement pour dire que on ne saurait se moquer éternellement des Camerounais. Le SDF qui est donc réuni à Yaoundé ce lundi pour sans doute, comme Jean-Robert Wafo l'a dit il y a quelques instants, aviser à la suite de cette convocation du corps électoral, même si on sait que bien avant, le parti avait déjà dû s'exprimer sur des pareilles élections en affichant une position de ne pas y participer si les conditions ne sont pas réunies pour une organisation en sécurité d'un double scrutin, notamment pour le retour de la paix, si le gouvernement ne peut pas garantir le retour de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà pour ce qui est de la réaction du SDF, on y reviendra sûrement dans nos prochaines éditions. Maître Fabien Kenyé, comment est-ce que vous avez accueilli cette décision ou cette convocation du corps électoral rendue publique hier? De toute façon, comme vous pouvez le savoir, Carole, il n'y a pas longtemps, son Excellence le brillantissime professeur Maurice Kamto, le président élu, avait déjà pris la parole, je crois que c'était sur les ondes de la chaîne RFI, et s'était prononcé sur l'opportunité des élections, en disant, autant que je me souvienne, qu'il ne saurait y avoir quelque élection que ce soit
tant que le pays sera en état de sécession comme nous le constatons. Naturellement, M. Paul Biya qui est actuellement en séjour, je crois en France, dans le cadre d'un colloque en ce qui concerne le Forum sur la paix, a bien voulu laisser son pays en état de guerre comme nous le savons, en jetant en pâture cette convocation du corps électoral que nous vivons aujourd'hui. Sur le plan de la légalité, personne ne saurait le contester, mais c'est totalement inopportun du mesure où nous avons une certaine frange de la population qui ne peut pas y assister. Et c'est vraiment déplorable parce que, comme l'a dit un fois à l'entame de l'émission, il s'agit là d'une consécration, d'une sécession totalement assumée. Alors, Valérie Mandegué, c'était pourtant comment dire, c'était une convocation attendue et appelée de tous les vœux par ceux qui estimaient que la prorogation du mandat des députés et des conseillers municipaux, une autre prorogation, aurait été une prorogation de trop dans le contexte actuel. Finalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cela? Écoutez, Madame Yemelo, ce qu'il faut comprendre de la convocation du corps électoral se décrit en 2 ou 3 paramètres. La première des choses, le chef de l'État est resté fidèle à l'ordonnancement légal, l'ordonnancement constitutionnel qui lui donnait un délai. On a eu le délai légal qui a été respecté. Ensuite, nous avons eu la reconduction, si on peut le dire ainsi, d'une coutume qui est faite depuis pratiquement 23 ans, celui du couplage des élections. Donc lorsqu'on finit de faire cette lecture préliminaire, pour rentrer de plain-pied et être sérieux, je pense que dans toute démocratie qui se respecte et dans la constitution qui est la nôtre, la démocratie est consacrée comme le transfert de légitimité légale à nos dirigeants. Donc, partant de prorogation en prorogation, vous ne pouvez pas à un moment n'avoir que des élus qui sont prorogés. Ça pose un problème au niveau de la légitimité. Et je voudrais rappeler ici aux représentants du président autoproclamé sur ce plateau que le chef de l'État est au sommet de Paris sur la paix, conformément à un certain nombre de choses qui se sont dites lors de la rencontre dernière avec le représentant de la diplomatie étrangère de la France, Jean-Yves Le Drian. Il était question, la question sécuritaire, 1 du lac Tchad, 2 sur le golfe de Guinée, était au centre des débats. Donc, ce forum qui consacre la représentativité ou bien qui consacre un ensemble de dirigeants qui discutent des problèmes sécuritaires de leur pays, de leur région, de leur continent, ne pouvait pas mettre le Cameroun en marche. Et vous allez très bien constater... Parce que nous, on décrit les problèmes d'insécurité chez nous. Voilà, et vous allez vous-même constater qu'il est prévu une prise de parole du président de la République dans une thématique mais rentrons sur le corps électoral, pardon. Maintenant, lorsqu'on revient donc sur le corps électoral, ici, nous avons plusieurs, si on peut le dire ainsi, nous avons plusieurs données qui sont déjà mises sur la table. La première donnée ici est la reconduction, le rajeunissement de l'appareil politique. Je voudrais qu'on entre dans le débat de fond tout à l'heure. Restons sur le prétexte ou alors la légalité et la légitimité d'un acte pareil. Je voudrais vous entendre dessus, Franck Essi. C'était normal, c'était attendu ou non que le président pose cet acte à cette date? Écoutez, certainement pour tous ceux et celles qui espèrent à travers les simulacres d'élection obtenir quelques strapontins. Mais si on regarde la population camerounaise qui manque de plus en plus d'eau et d'électricité, qui étouffe du fait de l'absence d'infrastructures, qui est menacée par plusieurs foyers d'insécurité croissants, si on suit en particulier les populations qui sont sorties il y a quelques jours dans l'extrême nord pour dire qu'elles ne sont pas du bétail parce que manifestement le gouvernement ne fait pas tout ce qu'il y a, il ne met pas tout en œuvre pour les protéger contre Boko Haram. Si on regarde dans le nord-ouest et le sud-ouest, certainement on ne pourra pas dire que de ce côté-là il y a une attente forte justement de ces élections qui ne réunissent pas toutes les conditions. Ce d'autant plus que pour tous ceux qui ont particulièrement participé à l'élection de 2018, je crois qu'il reste encore dans la gorge une profonde frustration née du fait que, certainement, à bien des égards,
leur voix n'a pas été réellement prise en compte et le résultat qui a été proclamé est loin d'être de celui que les Camerounais ont bien voulu exprimer. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, le président nous a installés dans une sorte de cercle vicieux. Vous aurez voulu que les prolongations se poursuivent? Non, j'explique. Quand je dis qu'il nous a installés dans une sorte de cercle vicieux, c'est qu'en prorogeant d'abord ces personnes, la première fois, oui. Voilà, et sur la base de ces, entre guillemets, conseillers municipaux en mandat, en élisant un Sénat, le gars a installé une forme d'impasse. On a déjà dans une chambre haute du Parlement qui n'est pas légitime parce que le corps électoral sur lequel il s'appuie était déjà querellé. Voilà. D'autre part, quand on regarde le président lui-même, il dit avoir été élu dans un contexte où une partie significative de la population n'a pas pu participer au vote. Donc tout ceci fait dire que le pays est à un tournant décisif. Il y a de multiples crises qui nous interpellent et c'est la résolution de ces crises par des mécanismes que nous connaissons, qui ne sont pas seulement des mécanismes électoraux, qui sont appelés de toute urgence. Et en ce sens, les multiples rendez-vous ratés qu'on a eu par le passé, notamment le pseudo-grand dialogue national, montrent bien que on nous installe dans de l'artificiel, du superficiel, qui ne s'attaque pas aux causes profondes des crises que nous connaissons. Terminons notre tour de table sur la légitimité ou la légalité surtout de cette convocation du corps électoral. Isaac Essamé, la dernière fois, lorsque le mandat était prorogé pour la première fois, on a entendu des voix qui se sont élevées pour dire non, il fallait absolument redonner légitimité au Parlement. Et des raisons qui étaient évoquées, c'était notamment les raisons sécuritaires. Est-ce qu'aujourd'hui, en convoquant ce corps électoral, ces raisons sécuritaires ont été jubilées, on va le dire comme ça? Les faits sont là, la situation n'est pas encore totalement stable. Donc on peut comprendre les revendications des uns et des autres. Dans un contexte idéal et de paix, on aurait bien voulu que la question dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest fût déjà complètement solutionnée, qu'on eût trouvé une solution à la question électorale, la question du code électoral aussi. Bon, maintenant, si dans le cadre des rapports de force, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en politique, et en politique, c'est les rapports de force. Alors, si les rapports de force n'ont pas permis de faire pencher la balance, il reste que le président de la République a agi en toute légalité. Il avait jusqu'au 12 ce mois pour convoquer le corps électoral, donc il est dans les délais. Au niveau des prorogations, on aurait encore pu avoir une prorogation au niveau des élections législatives, puisque la Constitution ne limite pas le nombre de prorogations de ce côté-là, mais au niveau des élections législatives municipales, c'est 18 mois. Donc même après février, on aurait pu avoir 1 mois et demi. Mais la question de la légitimité est tellement importante en démocratie que je pense que la décision a été bonne de convoquer le corps électoral maintenant, parce que effectivement dans les stratégies politiques, même s'il avait encore prorogé, il y aurait toujours eu des contestations. Il ne proroge pas, il y a des contestations. Donc les contestations ne manqueront jamais. Mais il va falloir regarder à chaque fois qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de satisfaire la plupart des acteurs, parce que n'oublions pas qu'il s'agit d'un jeu. En politique, ce n'est pas la bagarre comme je vois des gens le faire souvent. La politique est un jeu organisé pour permettre le développement, pour permettre l'épanouissement de l'État. Et donc, si cela n'est pas pris dans ce sens-là, vous allez voir que les actes posés auront l'accent soit de la provocation, soit de la domination, soit du désordre. Donc, restons dans la légalité qui emporte la légitimité. Les élus locaux, les élus de la nation remplissent les fonctions de représentation. D'accord. Et ici, quand on représente le peuple, il faut soumettre ces représentations à la confiance du peuple, d'où le renouvellement. Fabien Kenyé, est-ce que se dire que MRC, vous ne croyez pas aux élections, et est-ce que vous avez l'intention d'y prendre part? Je crois que la voix la plus autorisée s'est exprimée sur ce point et a donné une réponse des plus justes. Je ne suis pas, comme vous pouvez le constater, le porte-parole du MRC, je suis
tout simplement un militant. Vous me permettrez, étant répondu ainsi, de vous dire, nous sommes tous sans ignorer le contentieux post-électoral qui a eu cours à la suite des élections présidentielles de 2018 et qui a suffisamment divisé les Camerounais et dont la cause principale était le code électoral. Vous savez, un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Lorsque vous regardez l'environnement sociopolitique du Cameroun, il y a une colère sourde qui est portée par le peuple par rapport à la légitimité de ceux qui, aujourd'hui, le représentent légalement, oui, certes, mais illégitimement. Je voudrais parler du code électoral en question, parce que c'est sur cette base qu'on a convoqué le code électoral. Vous aurez noté que de bout en bout, le processus électoral est contrôlé par l'administration qui fait allégeance au chef de l'État actuel, est contrôlé par les magistrats de bout en bout, qui sont nommés par le chef de l'État actuel, illégitime, faut-il encore le rappeler. Moi, je voudrais bien que vous mettiez une sourdine sur la légitimité du président de la République. Ce n'est pas sur un plateau de télé qu'on vient revendiquer la légitimité. Je m'exprime. Vous savez, quand vous posez une question, je peux répondre à mes formes. Vous savez très bien que vous êtes avocat, vous savez très bien ce que c'est. Je vous ai dit, le président légal est légitime. Non, s'il vous plaît. Je préfère, parce que ça n'ajoute aucun élément à votre propos. Au contraire, il est plus digeste que cela. Donc, vous pouvez vous passer de ce type d'argument et donner un argument de fond comme ce que vous venez d'évoquer en termes de toilettage du code électoral. Ça passe mieux, vous ne trouvez pas? Cela dit, si vous estimez que votre téléspectateur ne voudrait pas m'entendre le dire, malheureusement, c'est ma liberté d'expression. Non, mais il a déjà dit. Vous l'avez déjà dit, de toute façon. Vous l'avez déjà dit. Il peut se trouver que votre ligne éditoriale ne l'admette pas. Vous l'avez déjà dit, vous l'avez déjà dit. Vous ne savez rien de notre ligne éditoriale en plus. Donc vous l'avez déjà dit, je vous le concède, sauf que je vous demande de verser d'autres types d'arguments au débat pour qu'on avance. Sur la convocation du corps électoral, j'étais en train de vous dire que vous aurez constaté le conflit qui a eu cours après les élections présidentielles de 2018. Après qu'on a libéré nos leaders qu'on avait arrêtés, ou nos amis politiques. Qu'est-ce qui a changé pour qu'on puisse aujourd'hui convoquer le corps électoral avec le même code électoral conflictogène? Aucune évolution conflictogène. Je vous ai dit, vous aurez constaté par exemple ici dans le Fourri, si je ne me trompe pas, en ce qui concerne les élections législatives, nous avons 25 députés contre 29 dans le centre. Non, je crois que c'est 21 et 25 à l'ouest. Donc ça pose la question de découpage électoral. Qu'est-ce qui peut justifier si j'ai un découpage électoral? D'accord, merci. C'est les mêmes griefs que vous formulez concernant le code électoral, Franck Essi? Entre autres, parce qu'au-delà du code électoral, il y a ce que j'appelle le système électoral qui comprend non seulement la législation qui organise les élections, mais l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le processus. Je fais allusion à Elecam, Elecam qui est congénitalement constitué pour faire allégeance au président et pour que le président soit en dernière analyse l'arbitre. Je rappelle par exemple que dans le fonctionnement de l'ECAM, il y a une forme de bicéphalisme qui fait en sorte que le seul qui peut arbitrer à n'importe quel moment dans un conflit, c'est finalement le président. Or, le président lui-même, c'est un acteur politique, c'est un président de parti et c'est un acteur partisan. Donc ce n'est pas possible qu'on nous dise parfois que... compétiteur pour le cas de la présidentielle. Voilà, même quand c'est des élections locales, il est compétiteur parce que s'il n'a pas une majorité au Parlement et dans les communes, il ne peut pas gouverner à sa guise. Donc il y a donc ces acteurs-là, il y a le Conseil constitutionnel dont on a vu encore la dernière fois parce que quand c'était la Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel et sans la médiatisation, les gens pouvaient encore se faire des illusions. Ils ont bien vu que on était sensible à tout là-bas sauf à la raison. Donc on voit donc que on ne peut pas objectivement, sans que rien n'ait changé d'un point de vue structurel, se dire que les mêmes causes produiront des effets différents. Sauf que, en plus, il y a, en dehors même du processus électoral, des situations qui commandent des réponses urgentes. Si on parle du point de vue des acteurs politiques que nous sommes, à la recherche de strapontins, etc., on peut toujours trouver des magouilles, des raisons d'y aller. Mais si on se place du point de vue de ceux pour qui on dit se battre, des populations qui sont dans la souffrance, à ce moment, on verra qu'il y a d'abord urgence à avoir des véritables mécanismes, à défaut de résolution des crises, mais au moins d'apaisement. Parce que l'autre chose sur laquelle beaucoup de gens peinent à nous répondre, c'est de dire, mais comment vont se passer les élections là-bas? Dans le nord-ouest et le sud-ouest notamment? Pas seulement. Je crois qu'il y a plein de zones de plus en plus dans ce pays qui sont le lac Tchad, par exemple, dans un processus que je dirais d'ingouvernabilité. C'est-à-dire que de fait,
l'autorité de l'État ne s'est pas affirmée, n'est pas en train de s'affirmer. Et les mécanismes d'apaisement commandent aussi les initiatives de l'État, mais aussi avec d'autres acteurs locaux qui sont partie prenante de ces processus. Et c'est ce que nous, on met dans ce qu'on appelle un vrai dialogue national. Un vrai dialogue national, c'est un processus de la base vers le sommet, où les Camerounais se remettent et se demandent, mais comment mettre fin à cette dérive vers les enfers dans laquelle nous conduit actuellement l'ensemble de la gouvernance actuelle? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme mécanisme à court terme qui permettent que, sur cette base, on puisse envisager un avenir plus brillant? Donc nous pensons simplement que les conditions matérielles, les conditions légales, la technostructure qui a toujours organisé les élections, aujourd'hui, les Camerounais la rejettent. Et ceux aujourd'hui qui veulent aller aux élections au nom du peuple doivent pouvoir le dire qu'est-ce qui a changé depuis les précédentes expériences et en quoi, en participant à ce processus, ils vont avoir un impact sur les crises qui préoccupent les Camerounais. D'accord. Valérie, est-ce que vous êtes sensible à ce type d'argument en termes de contestation autour du code électoral? La question reste depuis l'adoption de ce code il y a quelques années. Est-ce que vous comprenez que les acteurs, notamment de l'opposition, estiment qu'il n'est pas bon pour compétir de manière sereine? J'aurais pu répondre à votre question comme on le fait chez moi à Maquia. J'aurais pu vous poser une question en demandant quel acteur politique de l'opposition. Le MRC vient de le dire, Fabien Kenyé vient de le dire, il est militant d'un parti qui s'appelle le MRC, Franck Essi vient du CPP, donc j'ai deux acteurs devant moi qui vous le disent. Madame Yemelon, la légitimité politique pour pouvoir régler des crises vient des élections. La légitimité politique pour pouvoir régler des crises vient des élections. Et si l'élection est déjà contestée? Vous êtes en train de me parler du représentant ici du MRC Basse et de la coalition CPP. Je voudrais rappeler à l'ensemble des populations qui nous suivent que le 22 juin, à Munich, a siégé une plateforme où le CPP de Kawala était représenté, où Maître Sim représentait le MRC et l'intégralité des discours tournaient autour de quoi? Transition politique au Cameroun. Et à la fin de ce débat, Maître Alice Com avait commis un communiqué pour expliquer aux Camerounais que la teneur des débats tournait autour de la recherche des financements pour soulever la rue au Cameroun. Donc, ce que M. Essi et le représentant du MRC Bas sont en train de nous pondre, c'est une coalition de chaos. Donc, vous voulez dire que c'est la théorie du complot alors? Maintenant, je continue. À partir du moment, je vous ai donné une date le 22 juin 2019. Maintenant, je vais vous dire une chose. Ils ont quelque chose en commun. Le CPP et le MRC ont quelque chose en commun. Ils n'ont pas participé au grand dialogue national. Et ils expliquaient aux Camerounais qu'ils ne participent pas au grand dialogue national parce qu'il faut aller se retrouver quelque part dans l'Hexagone pour discuter des affaires du Cameroun. Voilà donc, Madame Yemelon, le type de mauvais acteurs politiques que nous avons. Voilà donc, Madame Yemelon, le type d'agitateur que nous avons. Je vais revenir maintenant à quelque chose. Vous allez répondre. Je vais dire à Maître Kenyé que lorsque on a échoué dans un pays à mettre en place des villes mortes, lorsqu'on a échoué dans un pays à soulever la rue, lorsqu'on prend la parole sur le plan public, on doit avoir un minimum d'humilité. Il ne représente pas le peuple, il n'en a pas de mandat électif. Donc, lorsqu'il fait une appréciation, il doit rester circonscrit et bienséant. Qu'est-ce que vous contestez dans son argumentaire? Parce qu'il est mon invité, je l'ai convié pour discuter avec nous des questions de convocation du corps électoral. Je vous suggère de discuter ces arguments plutôt. Ce qu'il dit, effectivement, je suis de pied en pied dans ce que vous me demandez. Nous sommes en train de partir à une élection en 2020. Vous avez des gens qui vous soulèvent les vuvuzelas de 2018. Le Conseil constitutionnel a acté. Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps? Maintenant, ce qui a changé entre-temps, c'est que nous avons eu quand même dans ce pays un rendez-vous national où des Camerounais se sont parlé. Nous avons eu une offre de paix du chef de l'État qui jusqu'aujourd'hui tient parce que le Premier ministre continue toujours à consulter. Et sur la base de ce qui en ressort, sur la base des précédentes prorogations, le chef de l'État prend des décisions avec pour ultime et seul objectif l'intérêt supérieur de la nation. Le chef de l'État décide comme le président de tous les Camerounais. Il ne décide pas comme le président du RDPC. Il se lève au-delà des enjeux partisans et, en ce moment, prend des décisions
qui vont en droite ligne. Ce qui se passe en réalité, Madame Yemelon... Pour terminer, parce que les autres Oui, doivent réagir sur oui, cette ils ont question, réagi, ils ont eu un certain... Je voudrais dire ceci. Vous avez depuis pratiquement 20 minutes, les téléspectateurs, les populations depuis 20 minutes, la vision par A plus B des partis politiques d'opposition qui ont échoué. Ce qui se passe, c'est qu'il y a la peur. Depuis hier, que le chef de l'État a convoqué le corps électoral, ceux qui n'ont pas travaillé, ceux qui depuis 1 an agitent de grossiers mensonges, je rappelle jusqu'à présent que l'Union africaine a classé le dossier du MRC Basse. Parce que même à l'Union africaine, on a voulu demander, les PVI n'arrivent pas à démontrer. Et ils continuent à agiter les Camerounais, à créer le socle de la division. Donc, à partir de ce moment, le chef de l'État, ce qu'il vise, Madame Yemelon, je sors de 4 jours dans le sud-ouest. Il faut que les gens arrêtent de venir vous faire la propagation, l'idéologie de la psychose et de la peur. Les populations que j'ai rencontrées à Bouya, à Limbe, je parle du sud-ouest. Ces populations vivent et vivent bien. Maintenant, aujourd'hui, il est question de pouvoir circonscrire la menace sécuritaire. Parce que nous le savons très bien, la crise anglophone a été un agenda politique imposé à l'État du Cameroun. C'est compris, merci. Maître Kenyé, vous voulez dire un mot là-dessus? Naturellement. Docteur Issam, je vous donnerai la parole. Comme vous aurez constaté, la répétition d'un mensonge n'en fait pas la vérité. Avec quelqu'un a dit que le quartier, ce mensonge n'en fera jamais une vérité. Maître Kenyé, Monsieur Zonga, a célébré une union avec l'Amazonie en direct. Vous avez le sang des Camerounais qui Maître Kenyé ne vous a pas interrompu tout à l'heure lorsque vous avez fait la parole. Lorsqu'il veut dire des choses qui se passent, vous avez le sang des Camerounais entre vous. Permettez qu'il réponde. Et vous le savez très bien. Valérie, on va discuter en gentleman, je vous en prie. Maître Kenyé, vous avez la parole. J'étais en train de dire que la répétition d'un mensonge n'en fera jamais une vérité. Parce que voyez-vous, nous avons face à nous une dictature qui ne comprend pas que le monde a évolué. Vous aurez constaté que dans tout le conflit post-électoral, ou en ce qui concerne la guerre au Nosso, toute la communauté internationale, toutes les organisations internationales ont pris fait et cause pour ce que l'opposition camerounaise a dit. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre que cet État, que nos dirigeants en place n'y comprennent rien. Voilà les gens qui réclament une légitimité de 71%, qui ne parviennent pas, tout au moins, ou qui ont perdu totalement leur sérénité. Je m'en vais vous prendre quelques exemples. S'il vous plaît. Vous savez que chaque fois que les partis d'opposition, je suis l'un des acteurs, l'un des avocats défenseurs, je veux me dire de la population camerounaise le plus globalement. Vous avez constaté combien de fois nos meetings ont été interdits, les simples meetings prévus par la loi, parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons sur le plan de la légalité. Le dernier en date a été interdit, celui qui était prévu pour avoir lieu samedi. J'étais au tribunal, effectivement, voyez-vous. Oui. Il est interdit parce que monsieur le sous-préfet, qui est payé par nos impôts, estime que le terrain qui avait été requis pour le meeting n'a pas un accord entre notre parti politique et le propriétaire du terrain. La seconde chose, c'est qu'il estime que des individus mal intentionnés pourraient infiltrer. Vous avez posé une question de sécurité. Cela est extraordinaire d'entendre ce genre de propos venant d'un administrateur formé à l'ENAM. Qu'est-ce qu'on voudrait lorsque des gens passent du temps à ma télé, MLC Basse et consorts, ils ne vous apporteront jamais aucun élément de preuve. L'arrogance ne fera jamais rien. Le peuple camerounais est debout. Merci. L'arrogance, entre vous qui êtes commanditaires et ceux qui ont exécuté, les réunions sont là, les liens sont là. Calmez-vous, l'arrogance, nous sommes préparés. Je vais vous dire quelque chose, peut-être pour terminer sur ce point. Face à un peuple uni et soudé qui sait où il va, toutes les dictatures tombent. Toutes les dictatures tombent. Il faut vous le tenir pour dire. Merci. Ce n'est pas en priant. Vous aussi, vous avez aussi été interpellé en parlant de la coalition et visiblement, c'est la théorie du chaos. Rassurez-vous, madame, j'ai l'impression que c'est le seul qui est agité et qui a peur est à côté là. Donc, je rappelle aux populations ce que vous êtes. Monsieur, soyez poli. Donc, par respect pour ceux qui nous écoutent, je vais faire œuvre de pédagogie, mais un temps succinct. S'il vous plaît. Premièrement, si c'est nous qui avons peur des élections, alors pourquoi le gouvernement refuse d'avoir un code électoral digne de ce nom? Consensuel. Pourquoi il refuse que les meetings et les déploiements du parti au pouvoir, des partis de l'opposition se font? Donc ça, c'est une preuve que celui qui a peur
ce n'est pas celui qu'on croit. La deuxième chose, c'est que il dit on n'a pas participé au dialogue. Moi, j'ai parlé de pseudo-grand dialogue national. Nous avons, si monsieur était honnête et s'il nous lisait, il aurait vu que nous avons produit depuis au moins 4 ans des propositions sur la nécessité d'un dialogue national. La première proposition date même de 2014, à l'époque où on célébrait le 50e de la réunification. Je pense le contrôle. Ah oui, exactement. Voilà, de Mme Yémélon, parce qu'elle avait organisé une émission spéciale. Exactement. Nous avons exposé un processus qui, s'il avait été mis en place, nous aurait évité la sécession. Donc, et dans ce vrai dialogue, nous disons que un vrai dialogue national, c'est un dialogue qui a certaines caractéristiques. Premièrement, il est inclusif. Donc, tous les acteurs qui sont partie prenante du conflit autour de la table. Était-ce le cas à Yaoundé? Non. 2, il est participatif dans le sens où, vous savez, on est un pays qui, historiquement, n'a jamais eu l'occasion de voir les Camerounais s'asseoir ensemble et de réfléchir à qui sont-ils, que veulent-ils devenir. Donc, ça partirait des villes pour arriver dans un forum national avec des délégués choisis selon des critères consensuellement établis. Donc, c'est un processus qui peut prendre quelques mois. Parce que l'avenir du Cameroun, l'identité du Cameroun, le consensus national est trop important pour qu'on le fasse en 4 jours. Troisième caractéristique, il doit être public pour qu'il y ait de la transparence. Pour qu'on n'assiste pas à justement ces escroqueries du passé, notamment celles qu'on a subies dans les années 90. Il doit être facilité. Il doit être facilité par des acteurs qui soient non partisans. Et quand on dit acteurs qui soient non partisans, c'est un pool de personnalités camerounaises issues du monde religieux, de la société civile. Nous, les politiques, on serait autour. Et avec le parrainage de l'Union africaine, notamment son conseil de sages, composé de personnalités à l'échelle africaine qui ont une expérience dans la résolution de crises de la même nature. D'accord. Ce qui n'a pas été le cas. Voilà, donc c'est pour dire que vous voyez que nous, il y a un contenu qui va au fond des choses et qui propose des solutions pour les populations. Et à côté, il y a l'agitation et la peur. Donc je termine en disant que Munich, dont il fait allusion, est une rencontre organisée par la Cameroun Patriotic Diaspora, organisation connue, qui est composée de Camerounais de 4 continents. Chapeauté par la base. Et qui milite pour justement un changement démocratique au Cameroun. Et le concept de transition politique que nous portons, nous étions fiers que finalement il soit adopté là-bas parce que la transition politique, c'est quoi? C'est le processus par lequel, c'est ce que nous proposons aux Camerounais, on pourrait en 2 ou 3 ans, comme au Burkina Faso, comme en Tunisie, comme actuellement au Soudan, remettre sur pied, refonder notre pays. D'accord. Alors, entre gesticuler pour des strapontins et s'accrocher à la gloire d'un vieillard sénile et se battre pour qu'on refonde les fondations d'un pays qui est en train de s'effondrer manifestement. Qu'est-ce qui est la meilleure proposition? Merci à vous. Qui est l'ennemi du pays ou du peuple? Docteur Samé, je peux vous demander, je reviens à vous. Vous voyez les positions, vous écoutez les positions des uns et des autres. De se calmer et qu'on continue à avoir le débat parce qu'il n'a pas le monopole. Mais c'est vous qui parlez de Zélia, c'est vous qui parlez de sénile et c'est vous qui voulez vous victimiser. Quel paradoxe. Pardon, messieurs. Je suis en train de donner la parole à docteur Samé pour que vous fassiez une première lecture est-ce que c'est ce type d'échange qu'on va vivre au cours de cette législature municipale ou alors les acteurs auront des choses vraiment précises à proposer aux citoyens? C'est ce que je ne souhaite pas. C'est-à-dire, malheureusement, dans le champ politique, il y a la politique et la violence aussi. Il y a des façons de faire. Les Camerounais ont choisi leur façon de faire la politique. Mais peut-être en développant davantage une culture politique qu'on pourra être au-dessus de cela, on peut bien communiquer, échanger avec des arguments et convaincre. D'accord. Mais pour revenir sur la question du code électoral, est-ce que vous comprenez les réserves des uns et des autres? Franck essaie d'évoquer les mécanismes dans le code du système et les autres électoral, acteurs. oui, parce que le code fait partie du système. Voilà. Le système électoral est remis en cause, mais il y a aussi les mécanismes de résolution de la crise qui auraient été précédés ou qui auraient précédé donc la convocation du code électoral. Est-ce que vous comprenez sur cette base les réserves des partis politiques aujourd'hui à entrer dans cette compétition? C'est compréhensible. Compréhensible. Pourquoi? Pour la simple raison que, bien souvent, pour que les règles du jeu soient acceptées par tous, il faut un consensus. Effectivement, certains acteurs de l'opposition
consultant le code électoral, notamment la loi de 2012, se rendent compte qu'il y a quand même des choses à redire, notamment en termes de garantie des procès verbaux. Mais cette code, pardon, a été adoptée au cours d'une assemblée nationale pluraliste. Tout à fait. Mais en ce moment, je peux vous rafraîchir la mémoire. Vous distinguez la légitimité 2012, mars et la 2012, légalité. je peux vous rafraîchir la mémoire. Avec l'image de Patricia Tomaïnou-Ndamjoya qui fait voler les feuilles du code électoral. Tout à fait. Voilà. Bien, oui. Il n'y a pas eu... Et la non prise en compte de toutes les propositions de la société civile et de l'opposition. Mais on peut tout le comprendre. C'est-à-dire que l'opposition a raison d'être prudente. C'est un nombre de choses parce qu'il y a des dispositions qui permettent de limiter quelque peu l'action. Est-ce que ça peut justifier le fait qu'elle n'aille pas jusqu'à boycotter la compétition? Non, qu'elle aille jusqu'à boycotter la compétition. Là, c'est le choix des acteurs. Vous savez, certains peuvent ne pas y aller, d'autres iront toujours. Mais la vérité, la voici. À partir du moment où le code électoral est une loi, et qu'il s'agit pour certains acteurs de l'opposition de faire modifier cette loi-là. Il me semble, à mon avis, qu'il est de bon ton d'aller plutôt au législatif, chercher à remporter, à avoir la majorité pour modifier. Pourquoi? Parce que, en fait, les lois sont à l'image de ceux qui gagnent les luttes politiques. La compétition politique, quand vous avez gagné la lutte politique... Et c'est de bonne guerre aussi, de lui donner la coloration du parti du parti qui dirige. Pas la coloration, mais de fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la loi de la majorité. Maintenant, dans des démocraties plus modernes, effectivement, on peut s'arranger à ce que, dans le cadre d'un consensus, qu'il y ait moins de pesanteur, qu'il y ait moins de favoritisme, entre guillemets, pour certains, à l'égard ou alors au préjudice des autres. Mais toujours est-il que, quand vous avez remporté les élections, vous êtes majoritaire au Parlement, c'est vous qui allez élaborer les lois. Et on ne peut pas vous reprocher. Les autres feraient de même quand ils arriveront au pouvoir. Bien entendu, on a vu par exemple ce qui se passe en Guinée-Conakry. Vous voyez un peu ce qui se passe. Donc il revient aux acteurs, dans le cadre d'un rapport de force, de faire en sorte de remporter les élections législatives pour permettre le changement de la donne, d'aller même jusqu'à remporter la plupart des communes pour gouverner efficacement et démontrer que si on est dans au niveau suprême, on peut faire mieux. D'accord. Ce n'est pas facile sur le terrain, mais il faut continuer à Valérie travailler. Manengue, sur la question que vous vouliez évoquer tout à l'heure, en réponse à ce que Fabien Kémy a dit tout à l'heure, et puis Franck Essi, vous demandiez la parole. Oui. Non. Ou alors on peut rentrer sur la question de... On peut arriver sur le rapport de force, oui. Je voulais simplement indiquer le paradoxe des prises de parole du représentant du président autoproclamé et son allié sur le plateau. Vous ne pouvez pas dire que depuis 2014... Je n'ai pas convié des alliés, oui, rassurez-vous. Ils ne sont pas officiels à votre vue, mais nous on sait, ce sont des alliés. Et il a rappelé le rendez-vous Dominique de 2019. Vous le voyez. Je peux continuer. Mais c'est ça le rapport de force vous dites que vous êtes calme, mais vous sautez. Je peux donc aller jusqu'au bout de mon propos. Monsieur. Donc j'étais en train de dire que je voulais mettre ici en relief les incohérences. Vous ne pouvez pas, comme monsieur Essi nous dit, que depuis 2014, ils avaient fait un certain nombre de propositions. Ils avaient eu par des correspondances à émettre un certain nombre d'idées. Et lorsque le chef de l'État lance donc en 2019 le grand dialogue national par voie de communication le 10 septembre, ils viennent encore vous expliquer que non, il fallait encore 2, 3 ou 4 mois. Mais alors que depuis 2014, en réalité, ils sont déjà apprêtés à ce que dès qu'un dialogue national sera 2, 3, 4 mois pour mener le dialogue. Et non 4 jours de réflexion comme ça. Lorsque vous êtes politiquement, lorsque vous êtes cohérent, lorsque vous êtes cohérent politiquement, Madame Yemelo, que vous avez un combat politique à mettre en place, la question du temps et la question du chronogramme devient secondaire pour vous lorsque vous avez des idées à mettre en place. La deuxième chose, c'est que l'autre incohérence, on nous parle d'illégitimité ici. Mais, Maître Kenyé, l'honorable Sop, depuis qu'il y a des prorogations,
Il n'a pas démissionné, il est toujours en place. Vous parlez de votre parti, non? Non, je dis Maître Kenyé. Depuis 2018 qu'il y a des progressions, est-ce que le seul député du MRC Basse a démissionné? Il continue de profiter de ces prorogations. Donc vous ne pouvez pas venir ici. Il aurait dû démissionner et dire qu'il ne veut pas de prorogation. Puisque celui qui proroge est illégitime entre guillemets. Donc sa prorogation aussi de facto est illégitime. Donc vous ne pouvez pas. Voilà, vous ne pouvez pas être en train de taxer d'illégitime un certain nombre d'acteurs, mais de bénéficier de ces grâces. Je voudrais continuer simplement en disant ceci, c'est que de pied en pied, pour entrer dans le débat politique et non dans le débat de quartier des réseaux sociaux que le MRC Basse nous impose. Je ne connais pas un parti qui s'appelle MRC Basse, pardon. Je vous prie de rectifier. C'est bien le MRC que j'ai convié sur ce plateau. Non. Valérie Madengue, c'est bien le MRC que j'ai convié sur ce plateau. Madame les autres terminologies, je vous prie de les utiliser après l'émission. Mais pour l'instant, j'ai convié le MRC. Depuis que nous sommes ici, un certain lexique se développe. Non, je l'ai bien corrigé. Non, je l'ai bien corrigé tout à l'heure et Maître Kenyé a eu la bienséance d'y aller. Je vous en prie. Madame Yemelo, je voulais indiquer ceci. Vous avez oublié un certain nombre de choses. Non, je ne sais pas de quoi on parle. Mais je peux oublier. Après les casses de l'ambassade. Non, je veux pas qu'on rentre là-dessus. Non. Oui, je ne rentre pas. Je veux indiquer quelque chose. Non. Il y avait des meetings que le parti a voulu organiser qui ont été suspendus par l'autorité administrative. Donc, la suspension de meetings n'est pas l'abattage du MRC. D'accord. Donc, ça, il faut le dire. Le MRC n'est pas victime. Juste après les événements de Zurich, où l'image de la fonction présidentielles ont été durement marquées par un certain nombre de personnes que nous connaissons. Le RDPC s'est vu interdire un certain nombre de meetings. C'est un exemple pour faire comprendre que ce n'est pas seulement le MRC qui est victime de de marche. Il y a une autre chose. Madame Yemelo, on ne peut pas passer dessus comme si de rien n'était. S'il vous plaît. L'article 3 de la Constitution est clair. Ça, il faudrait que les populations qui nous suivent le sachent. Les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils doivent respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté, de l'unité nationale. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la loi. Être un parti d'opposition ne veut pas dire être un parti de maquis. Il est temps que le MRC arrête cette provocation constante et permanente de nos institutions et de notre administration. Donc, aujourd'hui, les Camerounais sont tournés vers les élections de 2020. Merci. Moi, je peux vous dire la principale attente. Merci. Non, on en vient. Okay. Franck est sur le rapport de force. Oui, voilà, très belle question. Oui. Moi, je voudrais poursuivre la conversation intelligente avec M. Isaac Essamé en lui rappelant quand même que le rapport de force ne se construit pas que par la voie électorale. La démocratie ne s'épuise pas que le jour des élections. La démocratie, c'est en permanence le va-et-vient entre plusieurs camps et les modalités d'expression aussi. Ça peut être des manifestations non violentes dans la rue, reconnues par notre Constitution. Donc, dire qu'on ne participe pas à un processus électoral qu'on estime biaisé ne veut pas dire qu'on ne va pas s'exprimer. Il ne veut pas dire que, pour autant, ceux qui ne seront pas partis aux élections n'ont plus droit de citer. Donc, il y a mille et une manières de combattre dans une dictature. Surtout que, vous savez, durant l'apartheid, par exemple, M. Thabo Mbeki, M. Mandela, ils ne participaient pas aux élections, il y avait des élections. Mais elles étaient configurées de telle manière que leur parti politique ne pouvait pas s'exprimer. Donc il ne faut pas qu'on laisse entendre que, peut-être parce qu'on est sous des formes un peu soft, nous ne sommes pas en dictature. La deuxième chose, c'est que je veux dire qu'il y a deux textes fondamentaux où quand même, s'il n'y a pas un consensus, le pays ne peut pas tenir. Il y a la Constitution, il y a les lois électorales. La Constitution, parce que ça définit qui nous sommes, notre identité, le projet commun que nous voulons réaliser. La loi électorale, c'est le mécanisme par lequel nous, en tant que peuple, confions temporairement notre pouvoir à une partie parmi nous pour gérer les affaires publiques. Donc si un parti estime que le jeu partisan doit être poussé aussi sur ces deux fondamentaux-là, en ce moment-là, il ne faut donc pas qu'il s'étonne que des gens disent que nous ne nous reconnaissons pas dans ces deux piliers fondamentaux, nous fassions sécession. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? À travers la crise anglophone, c'est un rejet de la loi fondamentale. C'est une discussion qui est mise sur la table sur notre identité, qui nous sommes, comment devons-nous vivre ensemble. Et à travers la crise post-électorale, qui est une énième crise post-électorale,
peut-être plus aigu, mais mais qui a été précédé par d'autres, c'est la contestation de la loi électorale. Exactement, non au hold-up électoral. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où la maison brûle. Et quand M. Mandingue me dit, je manque de cohérence parce que depuis 2014, j'aurais fait des propositions, donc on pourrait convoquer un dialogue sur n'importe quel format, je serais prêt à participer. Je dis que vous n'avez rien compris, on ne met pas le même mot dans le mot cohérence. Parce que tout à l'heure, en expliquant les caractéristiques du dialogue, j'avais dit participatif, j'avais dit, j'ai oublié une caractéristique sur laquelle je voulais insister. J'avais dit participatif, inclusif, facilité par des personnalités étrangères, nationales, parrainées par l'Union africaine. Mais la cinquième caractéristique, publique, mais la cinquième caractéristique, c'était souverain. C'est-à-dire que l'ensemble des résolutions devaient s'incorporer dans le dispositif constitutionnel et institutionnel. Est-ce que c'était le cas? Et je termine en disant que s'il me parle de cohérence en disant que à la première occasion, parce qu'on a prononcé le mot que moi j'ai utilisé, mais on a vidé de sa substance, je dois me plier. Mais est-ce qu'on peut construire un immeuble, un gratte-ciel de 500 étages en 4 jours comme on construit une hutte? Moi, mon projet, c'est un immeuble de 500 étages. C'est la nation camerounaise. C'est pour qu'elle dure au-delà des siècles. Et vous me parlez des rafistolages mineurs sans lendemain historique qui ne visent qu'à consolider le pouvoir, je le dis encore, d'un vieillard. Parce qu'à 87 ans, on n'est pas jeune. Maître Kenyé, vous vouliez dire quelque chose? Naturellement, vous aurez constaté que de manière chronologique, la convocation du corps électoral fait suite au grand dialogue national dont on parle tant. Il ne faut pas être devant, il faut parler à la Sorbonne pour savoir ce que c'est qu'un dialogue. Lorsqu'on a eu fini de faire un dialogue, le premier résultat c'est quoi? C'est que les parties s'accordent sur ce qu'elles devaient faire. Après que le dialogue soit terminé, où en sommes-nous? J'ai entendu tout à l'heure... Les recommandations ont été transmises à qui de droit? À qui de droit, n'est-ce pas? Ça veut dire que quelqu'un prend sur lui, un acteur dans un processus de dialogue, prend sur lui de convoquer un dialogue, d'en fixer des modalités, de convoquer qui il veut, de recueillir les résolutions qu'il entend implémenter comme il veut. Vous dites être avocat, allez réviser l'article 2 de la Constitution. Pardon. Vous saurez à qui ont été transmises les propositions du Grand Dialogue national. Valérie Mandingue, je vous demande d'aller relire l'article 2 de la Constitution. Valérie Mandingue, merci beaucoup. Fabien Kenyé, je vous restitue votre temps de parole. Vous avez chez tout à l'heure le représentant du RDPC vous dit qu'il était dans la zone du nord-ouest, dans le nord. Il a dit à Limbé, les gens viennent bien. Cela est incroyable. Ça relève même de, je ne sais pas, du sophisme. Parce que voyez-vous, le RDPC, puisqu'il s'agit de lui, c'est lui qui contrôle les nominations, a affecté des administrateurs dans cette zone en guerre qui n'ont pas pris fonction. Il se pourrait qu'ils soient au nombre de 15. N'est-ce pas? Et je crois que le gouverneur... Pourquoi est-ce que ces personnes n'ont pas pris fonction? Le gouverneur se dépasse avec les pas bas de la base. On ne peut pas dénier la vérité. Et ce qui caractérise ce RDPC, c'est le déni de la réalité. Et c'est ce déni-là qui nous pourrit la vie. Tant que vous le ferez, ça ne marchera pas. Pour venir à l'organe que j'ai entendu tout à l'heure, je m'étonne. Je me demande parfois si ces gens, avant de venir sur un plateau, prennent la peine de lire le texte de loi. Parce que j'ai entendu provocation. On ne peut plus vous entendre provoquer quoi que ce soit. Les marches, je vais vous dire, les meetings que nous organisons sont prévus par la loi de 90 en ce qui concerne la manifestation publique. Pour le faire, il faut déclarer. C'est le jeu de la déclaration. Et personne. Et que dit la loi? C'est le bureau conçu pour cette manifestation qui est tenu de maintenir l'ordre. Et ce n'est pas extraordinaire. Le cas échéant qui peut recueillir, n'est-ce pas, l'intervention. C'est une lecture partielle. L'intervention que dit le troisième tiré de l'article 8, c'est une lecture partielle. L'intervention de l'administration. Arrêtez d'être partielle. Lisez la loi dans son esprit et dans son applicabilité. Merci beaucoup. On va faire et refaire le débat sur les manifestations publiques, ça ne suffira jamais. Oui. Nous allons y arriver. Oui. La convocation du corps électoral impose nécessairement les manifestations. Et justement, est-ce que vous avez des craintes à organiser des meetings maintenant que le corps électoral est convoqué? C'est l'administration qui contrôle tout. Est-ce que vous vous sentez... Bien entendu, c'est l'administration qui contrôle tout, qui est au cœur de tout. Donc vous n'êtes pas sûr de pouvoir aller à la rencontre de vos électeurs? Vous voyez des gens qui ont ratifié sans aucune contrainte des traités et conventions internationaux qu'ils ont insérés dans la Constitution du Cameroun, prévus par l'article 45 de la Constitution, qui disent que ces traités et conventions ont une force supérieure, n'est-ce pas, à la loi. Nous n'appliquons que les conventions. Sur ce plan, nous pouvons vous enseigner. Merci beaucoup. Valérie Mandingue.
Et je termine par vous sur ce deuxième aspect. Sur le même aspect, vous comprenez la crainte des uns et des autres, notamment Maître Fabien Keny vient de mettre en exergue un point très important, celui des manifestations publiques. Maintenant que le corps électoral est convoqué, les partis politiques voudront bien aller sur le terrain à la rencontre des potentiels électeurs. Ça sera toujours la provocation comme cela? Si vous le permettez, avant qu'ils n'interviennent, vous savez bien qu'au Cameroun, il y a des zones où vous ne pouvez pas faire votre meeting. Lesquels? Cela fait partie. Ce sont les socles granitiques. Les socles granitiques, cela n'est pas interdit. Vous avez vu ce que nous avons vécu lorsque nous allons à Vous avez fait un meeting en 2013 c'est comme nous disions même par rapport à ce que nous reprochons au code électoral. Je vais vous le dire. Oui. Nous demandions que l'État puisse assurer à chaque candidat tout au moins la moindre sécurité. Mais vous aviez déjà fait un tous les meeting Camerounais peuvent dans le sud. Mais c'est un État, c'est le gouvernement. Donc ce n'est pas un socle granitique. qui a été ébranlé. Mais si vous y aviez déjà été, pourquoi vous parlez de socle granitique? À une seule phrase, je vais finir. Le régime, le parti État RDPC ne savait pas qu'il allait être autant ébranlé. Et donc, dès qu'ils ont eu vécu ça à travers la force du MLC, ils ont compris D'accord. que les choses se Il a pris votre temps de parole. Oui, voilà. Et vous comprenez donc le calme n'a pas gagné la maison. Ce que je voulais dire, Madame Yemelon, en 2018, je me réjouis que vous soyez finalement nous avons vu Monsieur Fogué en tête d'une délégation qui partait à Ebolova. Qui allait ou qui était à Ebolova, qui a fait meeting dans le village du chef de l'État. Mais monsieur Keny dit, ils vous ont tellement ébranlé que désormais, Madame Yemelon, Madame Yemelon, comme on dit chez moi en Bamewondo, dans mon arrondissement d'origine, comme tu fais ton lit, tu te couches. Il faut faire très attention. Lorsque vous présentez, il a dit l'excellentissime, je ne sais pas trop, lorsque vous présentez... Ça vous blesse où? Un monsieur... Je ne sais pas de quoi il parle, il a juste parlé de... Voilà, c'est-à-dire, ils sont comme... Dès que vous mettez un peu d'eau bénite, ils se sentent... Tout à fait. Il s'agit... Ça vous fait mal. Je voulais dire, Madame Yemelon, lorsque vous présentez un monsieur comme monsieur Ngana, comme un modèle à la jeunesse, et qui appelle à un projet génocidaire, lorsque depuis plus d'1 an, à travers vos appareils cybernétiques, vous ne faites que plonger, vous ne faites que diffuser l'idéologie fasciste, l'idéologie identitaire. Madame Yemelon, il faut que vous sachiez qu'il y aura des retombées. Donc, les populations d'Ebolova, on a vu cette vidéo, les populations d'Ebolova ont dit non au fascisme du MRC. Je vais dire autre chose. Je vous ai dit que je sors de 3-4 jours dans le sud-ouest. De Limbe, vous avez dit entre autres. De Limbe, et j'étais aussi à Boya. Il y a ce qui s'est passé à Ebolova. Je le dis à Maître Keny qui le sait. La réplique va arriver dans le sud-ouest. À la mort du maire Patrick Ekema, un camarade à Maître Keny a fait circuler sur les réseaux sociaux qu'il fêtait la mort du maire Patrick Ekema. Mais ça peut être fake news, ça peut être une fake news. Ça peut être une fake news aussi. Je vous suggère de ne pas prendre ça pour argent comptant parce que ça peut être des fake news. Ce que je veux donc dire, c'est que Madame Yemelon, je suis d'accord sur la prudence que vous avez, mais je peux vous dire, moi, que c'est pas un fake news. Je peux vous dire que ce monsieur, le camarade de Keny, Maître Keny, est tributaire de cela. Donc, à partir du moment où vous lancez donc comme ça, vous diffusez la haine au quotidien, soyez sûr que vous allez la récolter. C'est une question juste de temps. Maintenant, je voudrais arriver... En 30 secondes encore, on va passer à la dernière partie. Ok, je voudrais arriver maintenant sur la posture des acteurs, des uns et des autres. Vous savez, beaucoup ont longuement parlé ici du code électoral. Madame Yemelon, le code électoral est un arbre qui cache la forêt de la réelle capacité aujourd'hui des partis d'opposition à pouvoir proposer quelque chose au peuple. Donc vous pensez qu'ils sont incapables de gagner des sièges? Du coup, ils ne veulent pas aller en compétition. Non seulement ils ne peuvent pas le faire, et ils n'ont pas les moyens de le faire. D'accord. Est-ce que vous êtes... Donc en diront c'est parce que vous avez tout verrouillé. Monsieur Atanga, il a dit. Ce qu'on appelle le verrou, le seul verrou qui existe, je le dis sur le contrôle de docteur Issamé, le seul verrou qui existe dans la vie démocratique d'un pays ne relève que de l'apanage du peuple. C'est le peuple qui décide qui est où et qui fait quoi. D'accord. Mais avant que vous ne puissiez vous adresser au peuple, il faut que vous ayez les moyens. Il faut que vous ayez le personnel politique qui va avec. C'est compris. Et aujourd'hui, est-ce que monsieur ici peut nous dire ici qu'il peut aller candidater minimum %
députés sur les 180 sièges en ce moment? Je pense que non. Oui, qu'est-ce que vous en savez? Il vous a répondu. C'est Il vous répond tout de suite, Franck, et si vous avez la parole. J'ai l'impression, monsieur Mandengue, vraiment, j'ai beaucoup de peine quand je vous écoute, mais bon. Ah, la peine est partagée. Hein. Je crois que quand vous voyez un phénomène comme les phénomènes de repli communautaire, avec des manifestations inacceptables comme celles qu'on a vues actuellement au Sud, je pense que ce n'est pas responsable de tenir ce genre de propos indexant des acteurs comme étant à l'origine de cette dernière. Non, permettez qu'il réponde. Je pense que si on veut se regarder, si on veut se regarder droit en face du miroir en tant que nation, jeune nation en construction, ce phénomène ne date pas de 2018. 2, il plonge ses racines. Il était très accentué dans les années 90 d'ailleurs. Voilà, donc je crois que tous les Camerounais qui vivent et qui ont commencé à s'accepter, qui sont même déjà une nation, savent quand même que dans ce chemin difficile que nous sommes en train de parcourir, il subsiste des challenges. Et notre responsabilité, si jamais on se considère comme des hommes qui veulent participer à guider la majorité, c'est de ne pas appuyer et nous ramener derrière. Donc c'est d'où l'objet, c'est ma tristesse. Parce que je pense que ce fameux renouvellement de la classe politique qu'on appelle tant ne doit pas simplement être un renouvellement au niveau de l'âge, mais aussi de la qualité en termes d'idées. Et ce que vous exprimez comme idée m'inquiète. D'accord. Est-ce que sur cette base, vous pensez compétir non, je vous ai dit, nous sommes clairs. Nous, au niveau du CPP, nous sommes absolument clairs. Le Cameroun a urgemment besoin d'une refondation qui est un processus consensuel de réflexion collective. Et nous ne sommes pour des élections, mais pas pour de mauvaises élections. Donc, et actuellement, le préalable à de bonnes élections, c'est premièrement un cessez-le-feu, puisqu'on on disait qu'on va le faire avec qui? On voit qu'il y a plusieurs... Il y a eu grand dialogue national, donc il y a eu des gens avec qui, même sur cette base, il y a des gens avec qui ils ont discuté. On peut discuter. Donc, premièrement, c'est le cessez-le-feu, parce que c'est la condition de la possibilité même de toute autre activité politique, même y compris le vote. Deuxièmement, il faut un vrai dialogue. Vrai dialogue tel que je l'ai indiqué tout à l'heure, parce que si vous cherchez à éteindre un feu, le feu d'un conflit, sans les acteurs du conflit, mais est-ce qu'on a besoin de faire avade pour comprendre que ça ne va rien donner? Et c'est ça, ils nous disent qu'ils ont des ressources humaines. Et que vous continuez à Troisièmement, une fois qu'on a fait ce vrai dialogue qui permet pas d'amorcer la résolution à travers une accalmie sur le terrain, on peut faire la réforme électorale et passer au vote. Et nous, on n'a pas peur du vote. Et si vous étiez si confiant, malgré le monopole de l'appareil d'État dont vous usez, alors vous permettrez qu'il y ait une loi électorale et il y a la possibilité pour tous les acteurs de se déployer. Mais heureusement, moi je ne m'adresse plus à vous. Je m'adresse à ceux qui nous regardent et disant, ne vous faites pas les complices, une fois de plus, de l'imposture et du vol de votre souveraineté. Cette fois-ci, exprimez-vous et montrez que vous n'êtes pas des moutons. Merci. Fabien Kenyé, vous serez candidat? Je crois qu'à l'orée de cette émission, vous m'avez posé la même question. Non, vous personnellement, je ne parle pas du MRC, je parle de vous. Non, je ne suis pas candidat. Pour ce qui me concerne, beaucoup me l'ont demandé, mais pour l'instant... Vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas dit, je vous ai entendu? Je me réserve, je ne me suis pas senti suffisamment prêt. Vous n'avez pas écouté l'appel alors? Je ne cours pas après les postes. Moi, je travaille pour le peuple camerounais, pour la conscientisation. Mais avec un mandat, ce serait un peu plus... Je crois que pour l'instant, cela me suffit bien. Déjà, sur votre plateau, je me permets de distribuer ce que je sais. C'est aussi très important le travail, parce qu'on parle bien de l'éducation des masses. Exactement. Mais pour le cas d'espèce, s'il fallait sortir de cette émission, on a évoqué le caractère légaliste, on a évoqué les réserves formulées autour de cette élection, mais malgré tout, il va falloir y aller. Vous y irez comment? Je ne me prononce pas toujours sur cette question. Cependant, je voudrais répondre parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas laisser lorsqu'on voudrait quitter. Parce qu'on a aussi dit sur ce plateau que la chaise vide, elle lorsqu'on n'est voudrait pas bonne. quitter sur un plateau de télé. Si vous le permettez, en ce qui concerne le MLC, je voudrais que les téléspectateurs comprennent que nous avions un programme politique. Nous avons un site où n'importe qui, pour peu qu'il soit derrière un ordinateur, peut savoir ce que nous faisons comme politique. Vous l'aurez constaté. J'ai entendu ici le MLC basse, le MLC a les mains sales, le MLC a fait ci et ça. Voyez-vous, la dictature a cette façon de faire
qu'elle vous accuse toujours de ce que vous n'êtes jamais coupable. On a cassé les ambassades, je crois, à Berlin et à Paris. Nous avons été arrêtés ici, traduits au tribunal militaire pour hostilité envers la patrie, rébellion et que on parle toujours camp électoral. Nous était là, j'y suis. J'y suis, comme vous le voulez. J'y suis. Nous était la communauté internationale, je pense que nous serions prêts. Pour la convocation du corps électoral, je crois qu'on a suffisamment épilogué là-dessus. Je tenais seulement à apporter cette précision pour qu'on comprenne. Vous savez, on a même tenté de régionaliser le MSC jusqu'à présent. Personne n'y parvient. Comme ça a été le cas pour l'UDC, pour l'UNDP, pour les SDF. Vous pensez que le MSC fait peur aujourd'hui? Extrêmement peur. Extrêmement peur. Et il suffit que le MSC tous aujourd'hui pour que l'État, avec son appareil répressif, se mette en branle. Vous le savez très bien. Alors, Valérie Mandengue, vous irez aux urnes normalement, mais est-ce que vous écoutez tous les griefs qui sont formulés autour de ce scrutin? Est-ce que, d'après vous, ça peut ternir un pareil scrutin? Je ne vais pas m'arrêter à quelques émotions ou à quelques humeurs, Madame Yumelo. Ce que je dirais, c'est que au RDPC, en termes d'attente, nous avons à travers ces élections l'achèvement du processus de mise en place des institutions de la décentralisation. Vous le savez très bien, lors des recommandations des différentes délégations qui étaient conviées au Grand Dialogue National, il a été question de la décentralisation. Et ce sont ces conseillers, ces nouveaux conseillers municipaux qui éliront les conseillers régionaux. Donc ça traduit aussi la cohérence de l'acte du chef de l'État, mais je m'en voudrais de ne pas partir ici sans dire une petite chose. La loi numéro 2004/018 du 22 juillet 2004 qui fixe les règles applicables aux communes nous dit dans son article 52, Madame Yemelo, qu'en temps de guerre, le conseil municipal d'une commune peut être, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, suspendu par décret du président de la République jusqu'à cessation des hostilités. Lorsque je lis cette loi, c'est simplement pour indiquer aux populations qui nous suivent que la crise anglophone ne peut plus être un agenda d'ingouvernabilité de l'État, que beaucoup d'acteurs politiques se sont forgés pour pouvoir bloquer, pour pouvoir rendre ingouvernable un certain type d'institution. Les élections auront lieu, nous irons aux élections et nous appelons les Camerounais, comme à l'accoutumée, à venir élire de nouvelles personnes qui nous permettront aussi de rajeunir notre classe politique. Merci Donc, beaucoup. je ne pouvais pas partir sans... 10 secondes. Nous avons un scoop parce que Mme Yemelo, on vous avait dit, et j'ai voulu vous corriger, que les précédents reports étaient dus à des questions de sécurité. Non, officiellement, ce n'était pas le cas. Quoi? Et on vient d'avoir un scoop en disant qu'on reconnaît enfin qu'il y a une guerre. Non, non, Je croyais qu'il y avait la calmie. Monsieur, la cohérence, monsieur, ici, ne faites pas la langue de bois. Il paraît qu'à Limbe, Monsieur, et à Moya, ne faites pas la ça va langue bien, de bois. C'est le plateau. 30 secondes, Isaac et Samé. On est en plein. il paraît qu'à Limbe et à Moya, on est bien. Non, Est-ce que vous avez permis de lui poser la question? Sinon, on Il y a va les partir un articles peu sur en la quelle guerre. façon. Ne faites pas la langue de bois. C'est pas Constater comment l'état des pour le guerres. téléspectateur. Isaac et Samé, est-ce qu'on a aussi une chance de donner un coup de fouet à notre décentralisation avec ce renouvellement des conseils municipaux, notamment? 30 secondes et on va partir. Ce n'est pas si sûr, parce que c'est vrai, les lois sont là, c'est organisé, mais les acteurs. Je n'ai pas très confiance aux acteurs de la décentralisation, la preuve. Jusqu'à maintenant. Y compris aux élus. Oh, mais ce sont même les élus qui posent des problèmes avec le, je vais appeler ça. Ils sont majoritairement du RDPC, les élus, notamment les conseils quels que soient les municipaux. partis, parce qu'en réalité, les partis de l'opposition qui dirigent les communes ne sont pas exonérés. Et donc, si on se met du côté des populations, effectivement, on ne peut que souhaiter que ces populations-là prennent conscience des livres, vraiment des acteurs qui peuvent changer leur environnement, parce que jusqu'ici, je ne vois pas les choses avancer. J'ai dit que si le président le veut, en 6 mois, moi, je rends la décentralisation effective au Cameroun. On en reparle. Et on va pousser ces acteurs-là à travailler, parce que ça sera une action collective. Donc 6 mois après l'élection, vous serez sûrement convoqué. Vous avez pris Valérie Mandengue. C'est une super proposition qu'il vous fait de booster, de donner un coup de fouet à la décentralisation. Merci beaucoup. Merci Fabien Kenyé, Franchesi. Merci à vous d'être venu. Juste une page de pub et le journal, juste après, où il sera encore question de cette convocation du corps électoral. Moi, je vous dis au revoir et merci de nous avoir accueillis chez vous ce lundi. À bientôt.